Le reste, il n'y en a pas de sous ici à l'étranger. Oui, mais ça, c'est parce que En spoliant leur peuple, vous comprenez? Oui, mais ça, c'est l'organisation du pays. Et excusez-moi de dire ça, c'est le peuple qui, en plus ou moins, l'accepte. Parce que, inconsciemment ou inconsciemment, hein, et là encore, je vais dire, c'est pas nouveau. Même en France, il y a eu la Révolution française. Non, 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 Ah non, si. non, non. Monsieur Pourquoi? Melson, C'est parce que je vous en prie. l'élite ne payait pas d'impôts et ramassait beaucoup d'argent. Il y a des élites dans les pays arabes? Ah bah oui, les dirigeants, Ah bon? ah bah oui, c'est ce qu'on peut appeler élite ou bien, si vous voulez, Mais c'est si, le produit ce sont des élites qui est l'image de la société ignarde. C'est une société qui consomme, primate. La seule société qui a voulu faire un pays moderne, c'est l'Irak. On l'a détruit. Vous savez pourquoi on a détruit l'Irak? Parce que c'est le seul pays qui commence à accéder au GSL scientifique de l'Occident. On l'a détruit, tandis que les autres, leur vie, c'est une vie de primate. oui, Vie d'animaux, ce sont des animaux. oui, mais n'empêche Et qu'ils ont des d'ailleurs, dirigeants. l'animal le plus noble. Le mot élite est peut-être mauvais Ah, pour vous, d'accord. mais Merci, c'est merci, leurs dirigeants. Puis c'est tout. merci. Donc, alors, je reviens pour faire un parallèle avec, avec ce qui s'était passé, par exemple, en France en 1789, avec la Révolution. C'est-à-dire qu'il y avait des dirigeants, il y avait toute une organisation il y avait la noblesse, etc., etc., j'allais dire, qui se servait bien. Ils ne payaient pas d'impôts, etc., etc. Bon, il y a eu la Révolution. Par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, est remarquable. C'est que, en très peu d'années après, à la place du roi et de la noblesse, on a eu un empereur qui n'avait rien 10 ans avant et qui était devenu très 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 riche après avec toute sa famille. Donc c'est bien, une fois de plus, Non, non, l'exemple de non, pas dirigeants d'accord. qui servent, c'est Pas tout. d'accord, pas d'accord. Ah bah si, Non, jamais. les dirigeants se, dans, se servent selon certaines, comment dirais-je, il y a des dirigeants qui sont plus raisonnables que Oui, d'autres. d'accord. Alors quand vous tombez dans un pays où le dirigeant se serve beaucoup, bah ça oui, ça existe. Ça, Non, personne ne peut dire le contraire. oui. Mais oui, Monsieur Melson, Oui. c'est-à-dire votre comparaison me gêne beaucoup parce que quand même, bon, la royauté, vous connaissez le problème plus que moi, bien sûr, mais quand même, la bourgeoisie, quand même, elle a réalisé beaucoup de choses. Elle a Euh, réalisé beaucoup de choses. euh, Elle a engendré des hommes de science. Elle a fait la ah révolution mais industrielle. Non, mais attendez, attendez. Tandis que là-bas, est-ce que vous savez très bien que le pays de Golfe, pour leur assiette de tous les jours, ils dépendent de l'étranger. Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Pour leur assiette de nourriture de tous les jours, c'est importé. Il n'y a oui, rien à l'intérieur. oui, mais Rien. ils vendent quelque Mais chose. ils font des tours, attendez. En plein sable, ils font des tours jusqu'à, je sais Je pas, sais, à 200 mètres. Dubaï, etc., j'ai vu. Oui, vous croyez ça, ce sont des gens qui ont de la culture? Mais Mais écoutez, ils même un vendent, imbécile, ils sont... mais monsieur Melson, laissez-moi, Oui, même allez-y. un imbécile ne ferait jamais ça, voyons. On ne peut pas faire des tours sur un continent qui a une atmosphère bien déterminée, une nature bien déterminée. Est-ce que vous savez le Qatar, le lumineux Qatar qu'on entend parler, monsieur Melson, Oui. sur toutes les langues, etc. Vous savez, c'est un territoire, si vous enlevez le pétrole, je respecte le peuple, je ne parle pas de peuple, hein. Si vous enlevez le pétrole et le gaz, ce ministre Qatar, qui est moins indépendant français, elle ne sert même pas un parc zoologique. Vous pouvez faire de ce territoire même pas un parc zoologique, même pas, même pas. Vous comprenez? Mais, Donc, ils ont fait un tas de choses avec des détours et tout ça, c'est le conseil de l'étranger, parce qu'avec le pétrole, ils vont mordre le sable. oui. Parce Ah, qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'intellectuel, ils consomment comme des animaux, l'argent est placé à l'étranger, et puis le peuple, si le peuple bouge, on le tabasse avec l'aide de l'Occident.
Absolument. Parce que ces pays-là, du Maroc jusqu'au pays de Golfe, si l'Occident prend conscience, prend conscience et pense à ce peuple qui vit, peuple arabe qui vit dans la misère alors que les pays sont riches, et il faut qu'il pense à la liberté, etc. Ces régimes ne restent pas un jour. Je vous assure, ces régimes ne restent pas un jour. Toutes tendances confondues, ça ne vaut rien. Je le dis, je suis arabe, je ne renie pas mon ethnie, mon éthique, je veux dire, ma culture, etc. Votre ethnie, oui. Pas du tout, pas du tout. Mais Mais seulement, je dis des banalités parce que ce sont des choses qui sont connues par tout le monde. Ah oui. Mais attendez, Vous comprenez? attendez. Mais tout à l'heure, vous m'avez enlevé de la bouche quelque chose. Et vous êtes allé plus vite que moi. Je vous dis, d'accord, vous dites il n'y a rien. Mais si, il y a quelque chose, il y a le pétrole. Oui. Et le pétrole Oui. est vendu. Avec ça, ça fait rentrer beaucoup d'argent que les dirigeants sont faits pour ça. Un dirigeant, théoriquement, c'est quelqu'un qui est mis à la tête d'un pays pour le gérer. Ah oui, bien sûr. Et là, donc, Malheureusement. il y a que vous estimiez que l'emploi de l'argent est mal fait, c'est votre droit de le... C'est pas mal fait, c'est du vol. Parce que, et d'ailleurs, vous savez, et je me suis de vous couper, d'ailleurs, je crois, ils sont en train, parce qu'il y a beaucoup de milliards, comme vous dites, et vous l'avez bien signalé, bon, soit virtuels, soit réels, qui ont disparu, etc. Mais seulement, M. Melson, on ne dit pas... Voilà, le Rachid il est parti, M. Melson, mais beaucoup de questions, hein. Surtout, je veux informer mes chers amis auditeurs que vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Ce soir, après Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio M. Melson, un ami qui va nous parler sur la crise économique mondiale internationale. Il a beaucoup d'expérience. Alors, Monsieur Melson, pendant un certain temps, puisque vous avez commencé votre travail depuis 1958, oui. J'avais 6 mois à l'époque. Hein. Moi, j'avais 17 ans, 5 mois. Et j'étais en bas de 17 ans, alors vous avez commencé à travailler avant 18 ans, là. Oui, c'est 17 beau, ans, 5 ça. mois. Attendez, à l'époque, en France, les gens travaillaient jeunes. Et les gens travaillaient jeunes. Ouais. Une grande masse de gens travaillaient à partir de 14 ans. Parce qu'à l'époque, il y avait ce que l'on appelait le certificat d'études. Ça existait. Ça existait beaucoup. Il y avait, naturellement, il y avait le bac, etc. Mais il y avait très peu de collèges. Il y avait beaucoup moins de collèges que maintenant. Bon, les gens faisaient leur... par exemple, je suis allé au collège, mais j'avais 20 km en train le matin et 20 km en train le soir. Donc, c'est... 20 km oui, mais... 40 km par jour. Oui, non, mais c'est pour dire que c'était une autre époque. Bon, à partir de ce moment-là, les gens commençaient jeunes. Mais il y avait une organisation dans toutes, je dirais, les maisons, où c'était très pyramidal, une organisation pyramidale comme à l'armée. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, vous étiez employé, oui. Mais il y avait le chef de section, après il y avait le sous-chef le sous-chef de service, ensuite vous aviez le chef de service, vous aviez le fondé de pouvoir, vous aviez le sous-directeur, le directeur, c'était comme à l'armée, le général, le colonel, le capitaine, et ensuite ça descend jusqu'au troufion. Bon, alors à partir de ce moment-là, à l'époque, vous étiez, pour ainsi dire, repéré. Le petit chef de section allait voir son supérieur, il disait « Ah, celui-là, il est pas mal. » Et l'autre, vous deveniez chef de section. Ensuite, le chef de service allait voir le fondé de pouvoir et disait « Ah, celui-là, il est pas mal. » Et ainsi de suite. Il y avait une progression qui se faisait, qui n'existe, pour ainsi dire, plus. Bon, je compare avec l'armée parce que, j'ai été soldat également.
Donc, À quel âge vous étiez soldat? 19 ans et demi. C'était la guerre d'Algérie, donc j'ai été incorporé en 1961. Mhm. En janvier 61, j'ai été soldat de janvier 61 jusqu'en décembre 62. Voilà. Mhm. Et j'étais parti, à l'époque, j'étais parti pour 2 ans et demi. Quand je suis parti en janvier, parce que c'était comme ça. Oui. Et il y a eu l'indépendance qui a fait que, après l'indépendance, si vous voulez, il y a eu trop de soldats, donc on a commencé à réduire la durée. Mhm. Donc moi, j'ai fait 2 ans. Ceux qui étaient rentrés, parce qu'en France, il y avait, enfin bon, peut-être que les gens, maintenant, il y a beaucoup de Français qui ne sont plus allés à l'armée. Théoriquement, on était incorporés tous les 3 mois. Mhm. Hein. Donc, ceux qui avaient été incorporés 3 mois avant moi sont partis 1 mois avant moi, parce qu'on est parti, on a été, pour ainsi dire, libérés, c'est le mot, hein, c'est bien le mot qui est là. Nous avons été libérés par, comment dirais-je, par anticipation par rapport à ce qui avait été prévu au départ, tout simplement parce que les choses avaient changé. Mhm. Mais, alors je reviens sur cette organisation pyramidale qui existait et qui, à mon avis, n'existe plus. Bon, vous savez qu'en ce moment, je retravaille un petit peu dans, hein, on va pas dire où, je préfère pas, dans quel genre de secteur. Moi, ce qui me... On va le dire, Non. l'assurance, Non, voilà. oui, non, mais enfin bon, hein, mais Ouais. c'est pas pour moi directement. Ouais. Bon, et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver parfois des interlocuteurs dans les grandes compagnies. Mhm. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il n'y a plus, si vous voulez, ce système qui était pyramidal et hiérarchisé. Et pourtant, moi, je trouve que c'est encore le meilleur système. Certaines personnes n'aiment pas parce que ça fait un peu trop ordre, trop organisation. Mais pour moi, je trouve que il faut positionner chacun à sa place. Comme dirait encore Monsieur Abbassi, the right man in the right place. Voilà. Donc, donc on ne peut pas, mettre tout le monde à la tête, comme on ne peut pas mettre tout le monde en bas. Alors, ça, c'est ce que je pense. Bon, c'est mon avis personnel, hein, puis c'est tout. Alors, nous sommes avec M. Melson, mes chers amis. Vous écoutez Radio Sud maintenant sur 95.2 FM. N'oubliez pas que ce soir, juste à 2h du matin, on va avancer d'une heure et ça va être 3h du matin. Nous sommes déjà le 29 du mois de mars 2009. Le temps qui passe vite, vous voyez, jour après jour, l'année après l'année. Et comme vous le savez, depuis le 21 mars, c'est le nouvel an perse qui a commencé. Nous sommes dans l'année 7031 de l'année perse. Et vous savez, depuis déjà des siècles, le nouvel an en Perse, ça commence à partir du mois de 21 mars avec le printemps. C'était le cas aussi en Europe jusqu'il y a déjà 15 siècles. Et après, ça a été changé, c'est-à-dire nouvel an en Occident aussi, surtout en Europe, grâce à la pensée de Mithraïs qui a été dispatché ici en Europe par les Arméniens, on peut dire. Et tous les milices et disciples de Mithra, puisqu'avant le christianisme, vous savez qu'un grand mouvement de mithraïsme était présent ici en Occident, en Europe surtout. Alors le Nouvel An aussi, ça a commencé à partir du 21 mars. Selon beaucoup des historiens européens. Mais je crois qu'en 1515, je crois, 515, la date a été changée et c'est le 1er janvier qui a été devenu le nouvel an européen, mes chers amis, maintenant on peut dire européen mondial. Alors, bonne année à tous les pays perses, on peut dire de Tadjikistan, Ouzbékistan, Arménistan, partout dans le monde qui croient à ça. Et nous sommes avec M. Melson sur 95 de FM. Bien sûr, vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20.
Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Alors, Monsieur Melson, si vous êtes d'accord, on va continuer à prendre nos auditeurs en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez la parole. Et si vous avez des questions à poser à notre invité, Monsieur Melson, si vous avez des choses à nous dire, pourquoi pas, on est là à votre écoute. Alors, on va prendre Moustapha. Moustapha, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Monsieur Melson et on vous écoute. D'accord, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste une petite question purement technique. Oui. L'émission va durer jusqu'à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, comme vient de le dire la charmante hôtesse. Oui, bien sûr. D'accord. Non, Je l'espère, hein. D'accord. Si le Dieu veut, mais M. Melson reste avec moi, et si moi, voilà, oui, D'accord. On va être là ensemble. Alors, moi, je n'ai pas entendu le début de l'émission, à la première heure, je ne l'ai pas entendu. Robert Baer, directeur de CIA, vous n'avez pas entendu? Non, je n'ai pas entendu. D'accord. Je crois qu'il était dit, il va programmer une rediffusion, vous allez réécouter sur notre antenne prochainement. Mais j'avais en fait... j'ai dû arriver vers autour de minuit et donc en début d'intervention de M. Melson, je voulais juste dire qu'en fait techniquement on vous entendait pas très bien. Hein. Donc les propos du début sont à mon avis pas bien passés à l'antenne. Je voulais savoir en fait, si j'ai bien compris, vous étiez banquier monsieur, c'est ça? Oui, je travaillais dans la banque. J'aime pas ce terme banquier parce que pour moi, le banquier c'est le président directeur général. D'accord. Vous avez quel grade? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Parce que vous avez parlé de militaire. J'étais classe 8, j'étais en haut de la hiérarchie normale. Oui. D'accord. Parce que vous travaillez dans la banque, vous? Non, pas du tout. Non, en fait, j'essaie de savoir en fait à quel titre en fait vous intervenez. J'interviens parce que M. Abbassi m'a demandé, parce que j'ai rencontré par hasard M. Abbassi. Nous avons discuté de certaines choses, de tout et de rien. Et puis M. Abbassi m'a dit, tiens, est-ce que vous voudriez venir discuter. Alors, il est bien clair que je vais me qualifier, je suis quelqu'un de complètement indépendant. Tout ce que j'exprime comme idée, ce sont mes idées. Ensuite, j'ai travaillé je vais vous dire, je suis rentré dans un établissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 17 ans, 5 mois, j'en suis sorti à 60 ans, dans le même. Bon, j'ai commencé en plus bas de l'échelle, à 35 ans, j'étais cadre supérieur. Hein, donc je m'étais assez bien débrouillé, comme on dit, mais c'était une époque bénie où on pouvait, progresser. Moi, j'ai connu des gens qui étaient chefs de service à une certaine époque, dans les années 60, 60-70, parce qu'il y a eu en France ce que l'on a appelé, il y a eu ce que l'on appelle en France 68. Hein, mais il y a eu aussi à l'époque, ça doit être en 66, je me souviens plus très bien, je pense que je ne me trompe pas de beaucoup, un an maximum, il y a eu ce que l'on appelle la bancarisation. C'est-à-dire que le métier de banquier a explosé en France tout simplement parce que on a obligé les gens à avoir un compte en banque, parce que les gens avant étaient payés à la quinzaine ou à la semaine ou au mois, hein, selon leur qualification, s'ils étaient ouvriers, employés, etc. Et tout d'un coup, certainement je me rappelle plus très bien parce que tout passe tellement vite, et tout d'un coup, certainement pour des raisons fiscales, c'est-à-dire parce que bien souvent,
hein. Vous savez, par exemple, je ne vais pas sauter du coq à l'âne, mais par exemple, au début, quand j'ai commencé, par exemple, il y avait les chèques aux porteurs, ce qui est interdit. Maintenant, ce sont des chèques barrés. Hein. Et donc, tout d'un coup, on a dit, voilà, tout le monde doit ouvrir, tout le monde doit ouvrir un compte parce que les règlements, les salaires se feront. Les salaires se feront par l'intermédiaire de comptes en banque, donc on peut suivre plutôt que du cash qu'on se transmet de la main à la main. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une explosion, j'allais dire, de l'ouverture de compte. Moi, je me souviens que certains démarcheurs, conseillers de clientèle, on dirait maintenant, allaient dans les usines et avaient une table et puis tout le monde défilait. C'est-à-dire il y avait 200, 300 personnes qui défilaient dans la journée pour ouvrir un compte parce que le patron disait c'est ma banque, donc vous ouvrirez un compte dans ma banque. Hein. Donc, vous voyez, il y a eu... j'ai connu tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je parle pour moi-même, je parle de ce que j'ai vécu. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez... Enfin, vous parlez pour vous-même. Vous êtes dans ce milieu, donc forcément, vous êtes imprégné par ça. Ah, ben, je pense être imprégné. Et je pense... Moi, ce que je voulais savoir, c'est... Vous avez pris votre retraite quand je l'ai pris en l'an 2000. 2000. Oui, mais j'ai encore des contacts avec, avec des amis, et je vous dirais que c'est un métier qui change parce que avant les gens. Ça a changé depuis longtemps. Je dirais la financiarisation et cette mondialisation, elle était déjà là dans les années 90 quand vous étiez en place. Oui, naturellement. Et on n'a pas parlé de quelque chose qui, à mon avis, est très important. Et bon, peut-être que l'on ne sera pas d'accord avec moi. Vous voyez, les SICAV, les OPCVM, etc., je les ai vus tout d'un coup arriver. Les fonds, vous savez ce que c'est qu'une SICAV, qu'un OPCVM. Moi, je les ai vus arriver. Alors là, je vais vous dire, à l'époque, je me souviens, j'étais dans une succursale avec, il y avait le directeur ou le sous-directeur, on discutait, on était allé manger au restaurant, et à l'époque, je sais plus, sous-directeur, après qu'il est devenu directeur et tout, me dit « c'est formidable, etc. » Moi, à l'époque, je lui avais fait part de mes craintes. Je lui ai dit « ce qui me fait peur, c'est que on va enlever, on va professionnaliser, on va rendre opaque tout un groupe des montants, les montants financiers. C'est-à-dire que les gens avant avaient leur petit titre, Air Liquide, Accor, enfin tout ce que vous voulez, et savaient la marche de l'affaire, la suivaient et choisissaient. C'est ce que je fais toujours parce que j'ai un portefeuille boursier et ça me plaît parce que c'est un peu comme une collection de timbres. Et c'est plus intéressant que de confier ça à un soi-disant spécialiste qui, excusez-moi... c'est le cas. N'y connaît rien. C'est un spécialiste. N'y connaît rien des moments. Non, mais je parle de certaines personnes qui maintenant et c'est la politique du patron, il faut qu'il fasse des affaires. Il faut qu'il fasse des affaires. Tandis que j'ai connu une époque où, franchement, elle était plus intéressante. Parce que je me souviens que dans les halls de banque, il y avait les petits vieux qui connaissaient bien le truc, qui étaient très forts. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais aussi derrière un guichet. J'avais certaines personnes, je tirais mon chapeau tous les jours devant eux, hein, parce que dans les connaissances techniques et boursières, c'était des gens... Bon, et ça, on pourrait dire presque que ça a disparu, tout simplement parce que on a dit, bah tiens, regroupons tout, et à mon avis, beaucoup de ces choses-là sont devenues opaques. De toute façon. C'était une suite et une évolution normale. Une évolution logique. Ça portait ce système bancaire qui allait toujours, qui faisait toujours plus. C'était ça le but. Donc c'est normal c'est normal qu'on soit arrivé à ce système-là. Oui,
Sauf que, alors je suis d'accord, et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, tout système, toute civilisation doit évoluer. Le système évolue, d'accord. Sauf que le problème, il faut que ce système, que tout ce qui est créé de nouveau, et je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez peut-être pas entendu parce que quand vous avez pris après, moi j'ai dit que dans la profession, tout d'un coup, les vrais banquiers ont été un peu mis sous le côté pour être remplacés par des ingénieurs. À partir de ce moment-là, ils ont créé des choses qui... C'est exactement ce qui s'est passé avec les ouvriers. Ah bah oui. Ça n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, je suis désolé, je ne vais pas pleurer parce que des banquiers ont été remplacés par des financiers. Ah mais je suis... Vous comprenez? Attendez, vous avez... oui, mais attendez, de bien, qu'on concerne bien le mot financier. Allez-y. Je veux dire que les banquiers soient remplacés par des financiers, je dirais que beaucoup de banquiers étaient des financiers avant. Or, certains comment dirais-je, financiers, nouvelle vague, ont été plutôt des mathématiciens à créer des nouveaux, des produits qui étaient des multiplicateurs, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la démultiplication présente toujours des dangers parce qu'on va de plus en plus vite quand on démultiplie une vitesse. Et que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre des contrôles, des freins, des voyants, etc. Mais justement, pourquoi ils n'ont pas été mis ces freins, ces voyants, ces contrôles? Parce que peut-être que c'est le système lui-même qui n'en avait pas les compétences, les gens n'avaient peut-être pas les compétences, ou n'ont pas voulu, ça je ne pourrais pas répondre. Je peux vous poser une question personnelle? Oui, allez-y. Est-ce que vous-même vous avez pensé à... je sais pas, à rejoindre une organisation, soit syndicale, soit associative, soit quelque chose, pour essayer de vous battre contre ça ou pas? Je dirais que non, parce que premièrement, je n'avais pas le temps, et ensuite, Est-ce que je peux me permettre encore une question directe et une remarque? Oui. Vous aviez aussi tout intérêt à ne pas intervenir, que vous gagnez bien votre vie en fait. Oui, je gagnais bien ma vie, et puis... vous continuez à bien gagner votre vie? Je ne continue pas à gagner bien ma vie, puisque je suis retraité. Oui, mais attendez, vous n'êtes pas smicard. Non, je ne suis pas smicard, c'est vrai. Ça vous dérange d'annoncer ce que vous gagnez ou pas? Maintenant à la retraite? Avant aussi, dites-nous ce que vous avez gagné. Écoutez, vous avez profité de ce système, donc le système était comme ça, il n'y a pas... voilà quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans je une ne crois pas que M. Melson il avait on un a salaire envie de assez savoir. important. Hein. Pardon? Moustapha, je ne pense pas que M. Melson Non, il avait un salaire assez important comme vous entendez actuellement dans les médias. Non, attendez. Non, mais justement, raison de plus. Non. Raison de plus pour ne pas hésiter, dites-nous ce que vous touchez. Non. Il n'y a pas de... À l'époque, bon, je ne sais plus, quand vous êtes parti en 2000, vous gagnez combien en euros? Vous avez fini à combien? Il y avait francs à l'époque. C'était des francs, maintenant... Non, mais attendez, vous ne cachez pas derrière ça. 35 ou 40 000 francs. Crois que je pense que tous ceux qui nous écoutent ont bien compris. En refusant de répondre, vous laissez planer la suspicion et, à mon avis, c'est une erreur. Quelle suspicion? Vous avez bien gagné votre vie, vous avez profité du système. Non, oui, attendez, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Pour moi, vous n'avez pas de crédibilité pour venir parler et annoncer ce type de choses. C'est pour ça que j'essaie de savoir en fait qui vous étiez. Je l'ai dit tout de suite. Non, mais vous avez dit que vous parliez en votre nom perso. Oui, parce que... Oui, mais ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Chacun vient parler, on peut parler. Attendez, monsieur Moustapha, si vous le permettez. Mais je vous en prie. Dans une discussion comme celle-là, et c'est celle que j'ai voulu faire, et je remercie monsieur Abassi de m'avoir demandé de passer. C'est parce qu'il a... Attendez, c'est parce qu'il a jugé que je n'étais peut-être pas, j'allais dire, trop idiot. Et la question est, pour moi, dans une discussion, il y a le dialogue. Et le dialogue est, je dirais, après la réflexion. C'est-à-dire qu'on échange des idées et chacun dit ça, oui, ou ça, non. Alors, pour ça, de dire je suis crédible, parce que si aujourd'hui vous aviez eu ici
par exemple, un ancien Premier ministre des Finances, vous diriez « Ah, il est crédible, lui ». Ok. Pourquoi je dirais ça? Bah, parce que, vu sa Vous pensez position... à qui? Ah bah non, à personne de bien particulier. Parce que des ministres des Finances, il y en a eu un tas. Oui. Hein, et vous avez des ministres des Finances ou des ministres du Budget qui sans arrêt... Là, Allô? vous présumez, hein, vous présumez de ma propre réaction, non. et vous avez tort. Non, mais Je attendez. ne donnerai certainement pas crédit à un ministre des Finances, vu la situation où on est arrivé. C'est exactement l'inverse. Ils ont démontré leur incompétence. Ils nous ont amenés à cette situation. Depuis très longtemps. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Oui, mais c'est leur responsabilité. attendez, je dirais encore autre chose. Ils sont aussi dans un système. Bon, Mais bien sûr en qu'ils sont fin dans de un compte, système. en fin de compte, La vous me différence, demandiez... la différence, c'est qu'ils en profitent. Oui, mais vous me Donc demandiez... chacun son rôle. Bon, hein. Chacun son rôle. moi je dirais que dans le fond, j'en ai profité tout simplement Bien parce que j'étais Mais je voudrais juste vous j'étais rassurer relativement j'étais relativement satisfait parce que entre nous, je suis d'un milieu pardon, plus que modeste et oui, monsieur, plus que modeste et j'ai pas peur des mots et Ça veut dire quoi? Bah, écoutez, mon père ne savait ni écrire. Et, Bah, le mien aussi, mais c'est pas... Attendez, à 29 ans, il s'était retrouvé hémiplégique, hein? Oui. D'accord? Donc, il ne pouvait pas travailler. Hein? Mais quel est le rapport? Ça veut dire que quand... Je vois pas le rapport, là. Si. Je suis désolé, j'ai l'impression que vous essayez de vous cacher derrière des excuses fausses. Non, c'est que pas... votre père était hémiplégique, attendez. C'est malheureux, mais... Premièrement, c'est pas le seul. On n'est pas en train de parler de ça. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire... J'essaie de ne pas vous agresser, j'essaie d'avoir une discussion saine et franche. Non, mais alors, non, mais attendez, écoutez-moi. Ce que je veux dire, c'est que quand on est d'un milieu où on a vu certaines choses que c'était difficile, on est plus facilement satisfait et donc on se dit je suis content tout de même et puis c'est tout. Non, mais c'est personnel, c'est personnel. Non, mais monsieur, je vous rassure tout de suite, si j'avais été à votre place, j'aurais fait la même chose que vous, c'est évident. Ben voilà. Mais le problème ne se pose pas là. On est dans une situation aujourd'hui, on n'arrête pas de nous bassiner, de nous le répéter sans arrêt, c'est tous les jours on nous parle de ça, on est dans une crise. Oui. Moi la question que je voulais surtout vous poser, c'est où on va après et c'est quoi l'étape suivante? Bon. Quelle est la solution? Écoutez, vous voulez que je vous fasse peur? Allez-y. Bon. Je demande que ça. Faites-moi peur. Il y a 6 mois déjà, 6 mois, un an, en discutant avec mon fils, je disais, je vois dans un avenir très proche une explosion sociale. Bon, vous allez me dire, c'est pas neuf. Il y a un mois, ou 15 jours, mon fils me dit, tiens, on reparle de ça. Pour moi, je pense qu'on ne pourra pas échapper à une catastrophe. Parce que les anciens, là encore... J'ai cru comprendre... Attendez, oui. J'ai cru comprendre qu'on était déjà dans la catastrophe. Hein. Non. On a quand même déjà... Ça sera pire. Ça sera combien pire. Ça sera pire. 90 000 chômeurs tous les mois? Oui, je sais, mais ça sera pire. Justement, on ne peut pas... Pour l'instant, vous ne faites pas peur. Hein. C'est annoncé depuis longtemps. Vous savez, ça, comme je vous l'ai dit, je suis d'un milieu modeste et puis j'en ai aucune honte. Par contre, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, les gens qui m'entouraient, avaient le bon sens. Ils avaient connu la guerre 14, de 14 à 18. Ils avaient connu la guerre 40, de 40 à 44 en France, parce que 45 c'est en Allemagne. Ça s'est terminé en 45 en Allemagne. Et ces gens-là avaient connu la crise de 29 et ils disaient toujours, c'était des gens modestes, ils disaient, il va falloir une guerre pour remettre les choses en place. Et ça, je vous avoue que ça me fait peur. Parce que, entre nous, comme vous le dites vous-même, moi, cette semaine, j'en discutais encore, 80 000 chômeurs dans un mois, plus 70 le mois précédent, ce qui fait 150, etc. Non. Mais où va-t-on? Non, c'était 90 au mois de janvier, bon, alors, 80 au mois de février, mais sachant que le mois de février n'a que 28 jours. Oui. Donc si vous ramenez au prorata, c'est exactement, on est sur la même ligne. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là,
je dirais que ce qui me fait peur, c'est que maintenant, qu'il y avait avant une vague, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui, pour diverses raisons, n'avaient pas d'emploi ou n'en voulaient pas. Hein, parce que ça aussi, ça existe. Tout d'un coup, là, maintenant, ce n'est plus ça. On voit arriver par fournée des centaines de personnes, des milliers de personnes parce qu'on entend tous les jours qu'une entreprise qui avait 400 personnes en licencie 200. Avant, elle en licenciait 10. Maintenant, on en licencie 200. Bon, alors, pour moi, j'avoue que ça me fait peur parce que... Mais pourquoi ça vous fait peur? Parce que je n'aime pas le désordre. C'est tout. Je n'aime pas que les gens voyez, soient malheureux. moi, avec l'ordre qui nous a amené à cette situation, moi je dis vive le désordre. Moi j'espère au contraire, bien sûr, j'espère que ça va péter. Au contraire, il n'y a que ceux qui n'ont rien à perdre, il n'y a que ceux qui ont à perdre qui ont peur. Vous êtes nihiliste. Je ne suis pas nihiliste. Vous voyez, vous essayez tout de suite de me coller une étiquette. Non, attendez. S'il vous plaît, monsieur. Là encore, je ne veux pas coller. Je ne suis pas nihiliste. Je ne veux pas coller des étiquettes. J'ai simplement employé le terme. Ça c'est votre discours. Pour m'amuser. Mais vous venez de le faire. Oui. Vous venez de le faire. Oui. Nihiliste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Nihiliste, ça me semble absurde. Je connais personne qui est nihiliste. C'est détruire Alors, pour... Mustapha, attends, monsieur Melson, il va dire c'est quoi nihiliste. Allez-y, dites-le nihiliste, parce qu'il est encore jeune, il ne sait pas Je nihiliste. crois que nihiliste, le nihiliste, c'est celui qui veut détruire pour tout recommencer mieux. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de ceux qui avaient connu la crise de 29, qu'il fallait une bonne guerre pour tout reconstruire? Non, j'ai pas dit moi, j'ai dit que les... Non, j'ai pas dit vous, j'ai dit ceux qui étaient là avant et que vous preniez en modèle. Des personnes qui étaient bien, qui avaient des valeurs. Non, c'est pas ça. Ah, vous l'avez présenté comme ça. Non, vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Je voulais dire que ces personnes qui avaient une certaine expérience, qui étaient des gens simples, avaient vécu des choses dures et malheureusement ces choses dures, pour elles ça avait été la faim, ça avait été la faim FAIM, naturellement, ça avait été très dur, ça avait été la faim aussi FIN, hein. Oui, pour certains. Comme maintenant. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que moi, ce qu'ils disent, ça me donne, ça m'interpelle. Et je me dis, pourvu qu'il n'ait pas raison, pourvu que ça se rétablisse. Oui. La situation dans laquelle on les met fait qu'ils vont aller vers ça. Ah naturellement. Ce qui est normal. Eh oui. C'est normal. Ça qui est... Quand il y a une injustice, vous vous révoltez. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Ça a toujours été le cas. Ça fait des années qu'on dit que ce système va nous emmener à la catastrophe. Oui. On le sait. Mais je veux dire, on sait que la majorité des Français est en dessous de la moyenne. Enfin, c'est une évidence, mais il y a une poignée qui s'enrichit effectivement au jour le jour et qui ne sait même pas quoi faire de cet argent. Ils ont des comptes en banque partout, notamment dans les paradis fiscaux et compagnie. On sait très bien qu'ils ont investi sur des candidats aux élections, etc. et qu'ils ont un contrôle plus ou moins direct sur la politique. Et ben voilà, qu'est-ce que vous espérez d'autre comme résultat? Oui, mais alors... On n'est pas en démocratie. Là, vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas en démocratie. Je suis assez d'accord. La démocratie, c'est pas... Alors, me dites pas que la démocratie, c'est le vote. Hein. Ah mais non, je suis d'accord avec vous. Hein. Alors, Mustapha, nous sommes avec Pierre également. Pierre, oui. Bonsoir. Nous sommes avec M. Melson et Mustapha. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais dire que, d'abord, je suis de l'avis de l'espèce de gauchiste qui a pris l'appareil, là, pour dire que tout va aller mal et tout. On a combien de chômeurs maintenant? 2 400 000, je crois, à peu près de chômeurs, non, en France? Il y en a plus que ça, je crois. Ils sont à 2,3 millions. 2,3 millions, je crois. 2,3 millions. Oui, je crois. Bon, alors, je voulais dire que sous Mitterrand, au maximum du chômage, j'avais 3,3 millions, ça fait 1 million de moins, donc. Non. Il y a encore une marge, et à 3,3 millions, là, c'est les causes 3,3 millions. Attendez. Non. Attendez, est-ce que j'arrête? Je me permets de faire une petite remarque. Nous ne sommes plus en 80. C'est à chaque époque, c'est la France avait supporté un chômage à 3,3 millions. Oui. Et qu'ils aient probablement mieux indemnisé que maintenant, parce qu'on devait passer à la vis plusieurs fois pour le chômage. Donc je veux dire, la France a supporté un chômage de 3,3 millions, donc tant qu'on arrive au-dessus de 3,3 millions, on supportera probablement. Non, on n'ira pas au-delà, parce qu'au-delà, ça peut être dangereux effectivement, mais il faut voir jusqu'à quel point la société peut tenir le coup. Mais on n'était pas dans la même situation. Hein. C'est ce que je dis. C'est pas la même situation.
D'abord, il faut J'aimerais dire regarder aussi que si on espère quand qu'on on va était- péter que le guerre mondiale et quand tout, quand on était au chômage dans les années 80, je crois pas qu'on avait les mêmes indemnités qu'aujourd'hui. hein. Aujourd'hui, le vous avez RMI rien- date de... Le vous êtes RMI au niveau date du seuil de de... pauvreté. Attends. Non Sous Giscard, pendant un an, on avait 90% au début du salaire, je crois. Et Et alors après 70%, mais avec, quand on paye tout ça, c'est comme si on avait 80% Alors, ou à peu près. Je crois que D'accord. Je veux dire, ensuite, la première année, hein. Ensuite, Ouais, mais- le RMI s'était mis en marche en 86, je crois, un truc comme ça. c'est Rocard, je crois. 89, c'est Rocard. 89, C'est bon. Rocard. Donc, je veux dire, à l'époque, il vaut aussi 3 300 000 ou pas loin. Oui, mais donc, je veux dire, quelles étaient les prestations sociales? les prestations sociales. Bah oui. Est-ce qu'on avait réduit les prestations sociales? Est-ce il fallait payer les boîtes de médicaments, par exemple? Est-ce qu'il fallait payer 1 euro à chaque fois qu'il y avait un déplacement en ambulance, par exemple? Est-ce que les personnes qui sont en longue maladie devaient payer 0,50 centimes par boîte de médicaments? Est-ce qu'il y avait ça? Non, mais ça, Fais- ça allonge fais la la balance. ça allonge Ça, la c'est la note, mais première c'est chose. insupportable, Attends, faut pas exagérer, c'est Je te insupportable. dis hein. je te donne une autre info et après tu pourras intervenir. Comment était calculé le mode, le taux de chômage? Aujourd'hui, on a 9 catégories. 9 catégories. On en retient une seule. Actuellement, il y a 3 millions de chômeurs, mais c'est uniquement ceux qui cherchent à plein temps et qui sont disponibles immédiatement. C'est ce que je C'est voulais. tout. Pardon. Il y a Non, 9 mais catégories. attends. C'est ce Les que j'allais dire on aussi. les prend pas. On calcule actuellement en France le chômage d'après le BIT, le Bureau international du travail. Et alors, Alors qu'avant, on avait un décompte qui était purement français, eh ben, je te le fais pas et dire. ça faisait 300 000 chômeurs en plus Eh pour, ben, tu es avec d'accord. le Alors ne décompte compare français. pas. Alors tu peux pas comparer. Tu peux pas Ouais, comparer. mais bon. Honnêtement, tu peux pas comparer. Je suis d'accord. On n'était pas sur le même modèle. Je suis d'accord Prenons avec le Moustapha. modèle. Attends. Je suis Prenons d'accord avec le modèle Moustapha. 80. Appliquons-le aujourd'hui. On va regarder si on frôle pas les 10 millions de chômeurs. Peut-être que Et 10 de millions, c'est pauvres. beaucoup, mais... On en est là. Faut pas s'étonner qu'on soit dans une Si tu situation. mélanges le chômeur et les pauvres, on est Il fout la quasiment à trouille. 10 millions, c'est tout. Hein. Pardon? Si tu mélanges le chômeur et les pauvres, effectivement, on doit être pas loin de plusieurs millions de plus. Hein. Les pauvres et les Il me chômeurs, semble- ça fait... il me semble que les la pauvres, il y en situation a... nous amène à ça. Ceux qui sont chômeurs, ceux qui sont pauvres sont avec chômeurs. Et C'est t'as des sont entendu pas parler de la ils sont pas inscrits à l'NPE, il y en a un paquet. Hein. D'accord. D'accord. Tu as entendu parler de la notion de travailleur pauvre? Oui, évidemment, il y en a voilà, 1 300 000, depuis quand un truc comme existe ça, je crois. Mais depuis quand elle est apparue? Un million et Depuis quand elle est quelques, apparue hein. cette notion? Cette notion, bah, elle est assez récente, effectivement. Ben, je te le fais pas dire. Ben voilà. Avant, il n'y avait pas ça. Il fallait regarder quelles étaient les prestations sociales qui compensaient. Parce que globalement, en fait, tous les ans, on gagne un peu plus d'argent que l'année précédente. Pas forcément. Ça s'appelle la croissance. Non, mais C'est la il y a quand même une c'est compensation la pour les travailleurs répartition. pauvres. Hein. Tu Parce vois que bien travailleurs la pauvres, répartition. attends, tu permets. Les travailleurs pauvres maintenant, la plupart travaillent à temps partiel. Hein. Ceux qui travaillent à plein temps ne sont pas pauvres. Ils gagnent connais le SMIC pas au beaucoup. moins. D'accord. Enfin, il y en a beaucoup qui c'est imposé quand même. Hein. Hein? Il faut tenir compte du fait que le travail partiel est imposé. Il y en a beaucoup qui voudraient travailler à temps plein, par exemple, mais qu'on impose. Il y a les travailleurs précaires. Il y a environ Les 30% des étudiants. femmes qui 30% des femmes qui travaillent à temps partiel. Combien? Et parmi elles, il y en a, j'ai lu ça dans l'État de la France, là, un bouquin sur en 2005-2006. Il y a 30% ou 40% des femmes qui travaillent à temps partiel. Et sur le tas sur ces femmes-là, il y a environ le tiers qui veut travailler à plein temps. Et les hommes, il y en a même Et ça pas fait combien, 5% ça ou un truc comme ça. Donc je veux dire, Ça fait il y a combien une en grande différence entre les hommes et les femmes. En chiffre brut, ça fait quoi? En nombre d'humains? Parce que 30%, 40%, ça veut rien dire. 30% sur 100 personnes, d'accord, ça fait 30 personnes. 30% sur 10 millions, ça fait autre chose. Hmm. Tu vois, les chiffres, il faut les manier avec précaution. On fait Ouais. dire ce qu'on veut aux chiffres. Ah, ça, je suis Ce d'accord. qu'on veut. Je veux dire aussi de sécuriser une guerre mondiale, à mon avis, si les populations mondiales sont raisonnables, il n'y aura pas de guerre mondiale, parce que maintenant il y a l'arme atomique. Si on va voter pour un nouvel Hitler, il y aura probablement une guerre mondiale, et ça sera probablement une cata encore pire que la seconde. Mais je veux dire, les gens sont pas idiots, ils savent très bien les dangers qu'il y a maintenant dans le monde et tout, avec en plus l'arme atomique et tout, donc je veux dire, il faut espérer qu'ils soient raisonnables, quoi, Je c'est suis tout. pas d'accord avec vous, Pierre, tout simplement parce que les gens ont prouvé dans l'histoire qu'il y a toujours quelque chose qui est déraisonnable quelque part. Hein. Être raisonnable, oui, on voudrait tous que les gens soient raisonnables et que les dirigeants soient raisonnables. Mais on voit que c'est très facile que ça dérape
Et voilà. Mais écoute, comment t'expliques que déjà en 89-91, Oui. de 45-91, il y a peu de conflit entre l'URSS et les États-Unis parce qu'il y avait l'arme atomique, c'est tout. Oui, Ça c'est fait vrai. la terreur, il n'y avait pas de guerre. C'est vrai, mais Pas de guerre, des guerres locales, mais pas de guerre ouverte. Oui, mais c'est vrai, mais je dirais que c'est parce qu'il n'y avait pas, un Hitler, parce qu'un Hitler. Il y avait un Staline quand même, en il y avait 45. il y avait un Oui, Staline, hein. oui, mais attention. Il y avait un Staline, hein. Oui, mais Pendant 8 ans ou quoi. parce que Hitler, je suis persuadé que si Hitler avait eu en 45 L'arme atomique, il aurait fait sur le la bouton. bombe atomique, il aurait et même s'il avait su que ça détruisait tout son peuple, il l'aurait fait. Mais il voulait la fin du peuple allemand, de toute façon, c'est clair. Hein. Comment Il est pareil qu'il a dit, puisque le peuple allemand ne s'est pas trouvé à la hauteur, il doit disparaître. Détruit, je ne lui versais pas une larme. Oui, et tout. il aurait dit ça. Hein. Donc, des gens comme ça, demain, ça risque de se représenter. Pour moi, c'est une évidence. Mais la plupart des gens sont conscients du danger, quand même, à mon avis. Comment La plupart des gens sont conscients du danger. Oui, mais qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ça dépend à quel niveau ils peuvent arrêter. Ne pas voter pour Le Pen, ne pas voter pour... Non, mais après, c'est tout un système. Quand on voit... j'aime... comment dirais-je? Je suis un amateur d'histoire, de l'histoire. Donc, je pense que je touche assez ma bille. Moi, ce que j'aime, il ne faut pas interpréter comme ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les gars qui ont fait la guerre 14. Parce que moi, je m'imagine toujours être dans un trou, là, attendre le coup de sifflet, et sortir et foncer droit devant. Bon, moi, à mon âge, j'ai connu des gens qui l'avaient fait. Et ils me l'ont dit, c'est vrai qu'on leur donnait de l'agnole pour leur donner du cœur au ventre. Hein. Bon, c'est tout de même quelque chose. Alors, des choses comme ça peut revenir. Hein. Ouais, bon, j'espère qu'en tout cas, les gens seront raisonnables et que ça serait évité, quoi, c'est tout. Bon, de toute façon, on est tout de même à une autre époque. Il y a la mondialisation. Il y a la mondialisation qui rapproche tout. Si je pouvais donner un avis, je dirais que par moi-même, je ne vais pas employer le mot internationaliste, je serais un internationaliste, parce que pour moi, l'idéal, on devrait, pour mieux se comprendre, moi je suis pour que les gens, qu'on aurait à peu près la même langue. L'autre jour, je discutais avec M. Abbassi. Je disais que pour moi, j'avais beaucoup d'admiration pour la civilisation romaine, parce que la civilisation romaine, qui était impérialiste, comme on pourrait dire, elle allait tout le pourtour méditerranéen, elle allait jusque l'Angleterre, jusqu'au Rhin, etc. C'est-à-dire que les gens, elle allait à l'Espagne. C'est-à-dire qu'à l'époque, les lettrés, si on peut dire, les gens qui avaient une certaine éducation, parlaient le latin. Tout le monde parlait la même langue. Non, c'est faux. Dans la partie orientale, ils parlaient surtout grec. Et latin dans l'autre partie. Oui, mais les Romains souvent avaient des liens très étroits avec les Grecs. Hein. Alors, M. Melson, nous avons Moustapha aussi qui va terminer. Moustapha, et nous avons également avec nous Bachir. Bachir, bonjour. Oui, bonjour. Moustapha. Ouais, je suis là. Écoute. Monsieur Abbassi. Et mon invité, c'est M. Melson. La personne invitée, c'est... Allô? Oui, M. Melson, oui, on vous entend. Allez. Excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... en vérité, l'explication du problème d'aujourd'hui, il date depuis très longtemps. Si vous voulez, c'est comme si... il y a une maldonne. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on va faire des lois, des règles précises qui sont obligées d'obéir à toutes ces lois. Et puis pour d'autres, il n'y a aucune loi, il n'y a pas de règles. Tous les tu penses à qui? Effectivement, c'est comme ça. Allô? Ceux qui ne sont soumis à aucune loi, aucune règle, ils s'enrichissent. C'est comme dans un match.
il y a deux équipes. Il y a l'équipe, le peuple d'un côté, puis l'autre, c'est les nantis, tout ça, cela. Bon, le peuple, il doit obéir à des règles et tout. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et puis les autres, tous les coups sont permis. Donc, ils sont tous les coups... Tu peux aller au français au niveau mondial? Allô? Tu peux aller au français au niveau mondial? Oui, au niveau mondial, hein, de toute façon. Alors, au niveau mondial, regarde un peu en Israël, il y a un président qui fait des viols, il est jugé, hein, il risque ses ans de tôle. Hein. On n'a fait aucune règle, aucune loi, donc ça s'est mondialisé. Enfin, c'est un phénomène. Pardon? J'ai pas entendu. Le phénomène s'est mondialisé, de toute façon. Non, mais attends, il y a des pays où des gens importants sont jugés. La France, c'est un peu un cas un peu particulier parce que, par exemple, sur ce genre contaminé, il y a eu 3 ministres inculpés, aucun n'a été condamné. C'est un peu, ça fait louche. Hein. Ouais. Et je veux dire, quand tu vas dans d'autres pays, quand même, c'est parfois différent. Hein. Par exemple? Ben, en Israël, je te dis, il y a un président qui a été inculpé pour viol, il risque 16 ans de tôle. Hein. Des risques? Oui, c'est possible, mais enfin, au niveau du système commercial, je parle au niveau du système commercial, puisque tout se bat par rapport à l'argent. Au niveau commerce, tous les coups sont permis, il n'y a pas de règlement. Enfin, non, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois. Il y a des lois. Il y en a même d'autres. Il y a des lois, par exemple, pour quand on est des d'initiés, tout ça, en X-Lato, et tout. Des lois, tout ça, par exemple. Le délai d'initié, et puis en France, il y a des lois, il y a des lois. Ne parlez pas en même temps, ça sert à rien. Parce que j'entends pas trop. Des personnes, par exemple, qui vont avoir quelques retards de mensualité, on lui vole sa baraque, et puis d'autres qui ont des trous immenses, des gens vont leur combler le trou. Eux, ils vont pas avoir leur maison supprimée, on va leur donner de l'argent. Ok. Bachir? Oui. Oui. Est-ce que tu as une solution? C'est quoi ta réponse? J'entends mal. Bon, j'ai des problèmes de téléphone parce que j'entends... Je vais être obligé de raccrocher parce que je peux pas parler. Bon, d'accord. Bon. Je vais vous écouter à l'antenne. Je peux dire aussi mon petit avis? Je vais dire mon avis. Hein. Là encore... Allô? Oui, monsieur Melson, on vous écoute. Alors, c'est Bachir qui est parti. Hein. Ah bon, Bachir est parti. C'était coupé. Bon, alors, ce que je voulais dire encore, c'est une considération très généraliste, c'est que La Fontaine a écrit selon que vous serez puissant et misérable, les jugements de cour vous feront, etc., etc. Et ben c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. C'est une réalité. Oui, non, c'est une réalité. C'est pas vrai. Ah bon, alors. Non. Alors tout va bien alors. Attendez. C'est une réalité si vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, vous êtes complice. Je suis d'accord. On n'est pas obligé d'aller... On peut au moins y réfléchir et en discuter. Je suis d'accord. Ne dites pas que c'est une réalité, que c'est comme ça. Oui, mais c'est la réalité. La réalité. Non, mais que ce soit la réalité, d'abord c'est une réalité partielle. Oui, mais elle existe. Mais elle existe. Ah bah, mais la réalité, par définition, elle existe. Mais c'est pas celle que vous décrivez. Parce qu'elle tend toujours vers ça, à mon avis. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut entre guillemets, enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est des contre-pouvoirs. Rocky, bonjour. Je suis d'accord. Ça va, et toi? Voilà. Et là, il n'y a pas de contre-pouvoir. Tu veux que je passe par radio? Oui. Jugeant contaminé, j'ai une explication parce qu'il y a un ministre qui a dit qu'il était responsable et pas coupable, et on dit qu'il avait raison. Ça veut dire quoi, responsable et pas coupable? En général, on est coupable pour responsable, on est un peu grave, on fait un truc, on est coupable pour responsable. Ouais, mais attends. Mais là, j'ai pas pigé le... Non, mais tu mélanges tout, là. Est-ce qu'on peut juste rester sur le problème du jour? Ouais, mais enfin bon, j'aimerais plus savoir. D'accord, on peut en parler après si tu veux. Ouais. Mais là, tu es en train de nous emmener sur un autre débat. Ouais. Et à mon avis, on se perd dans des considérations qui n'ont rien à voir avec le débat de fond. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant. On sait que donc la catastrophe ne fait que commencer. On va avoir des gros problèmes économiques évidemment, mais donc sociaux. Comment ça va évoluer et vers quoi on va? Et quelles solutions on peut proposer pour essayer soit d'éviter la colère, donc la catastrophe, donc la violence, etc., ce qui est un scénario envisageable. Et ce qu'on peut faire. Moi j'aimerais avoir l'avis donc de M. Melson.
Bah, il est dedans, en fait, entre guillemets. Hein. Non, entre guillemets. Non, mais entre guillemets, Comme j'ai dit, dans le oui, milieu, dans le milieu bancaire, c'est ça que je veux dire. Je ne suis plus depuis longtemps. Mais, enfin, depuis que je suis parti en retraite. Mais, ma solution, si on peut dire, premièrement, il ne faut pas aller trop vite, mais je dirais qu'il n'y en a pas parce que je suis un peu désabusé. Parce que la solution, elle devrait être mondiale. Or, chacun tire, quand on regarde bien, chacun tire de son côté. Quand on pense, pour moi, l'Europe, on dit l'Europe, mais pour moi, l'Europe existe très peu parce que, en fin de compte, j'ai l'impression que chacun tire la couverture de son côté et ça ne fera que ça ne fera que s'amplifier avec les difficultés. Alors, moi... Mais vous dites que l'Europe n'existe pas, mais elle existe, l'Europe. Ah bon? Comment? Expliquez. C'est l'Europe économique, c'est celle qu'on a voulu faire. Qui a voulu faire ça? Ceux qu'on a élus, ceux qu'on a choisis. Je veux dire, les populations, oui. les référendums et compagnie, si c'est comme ça, oui. Qu'est-ce qu'on aboutit à quoi? Mais je vais dire que j'ai pas la solution. Mais qu'est-ce que l'on fait? On fait des transferts. Par exemple, là, j'ai des actions en Michelin, pour ne pas le citer. Enfin, pas des masses, hein, mais j'ai un petit portefeuille parce que là aussi, ce qui me fait... On va peut-être pas être d'accord avec moi, mais tout de même, la base de l'actionnariat, c'était tout de même de l'investissement, c'était tout de même de prendre un risque et d'acheter. Moi, je trouvais sympa, par exemple, d'acheter un titre comme Air Liquide ou autre. Bon, tout ça pour dire que Michelin, j'ai reçu le compte-rendu de l'Assemblée Générale, etc. Bon, quand je vois les décentralisations, enfin plutôt les délocalisations qui sont faites dans les pays Slovaquie, européens, hein, je parle européens, oui, pauvres, et qui sont rentrés depuis peu dans le marché commun, on voit que, pour moi, si j'ai bonne mémoire, j'ai noté qu'il y avait 10 ou 11 000 personnes qui étaient employées là-bas, alors qu'avant, le site, tout le monde le sait, c'était Clermont-Ferrand. Bon, alors, donc, il y a tout de même comment dirais-je, une évolution, enfin pas une évasion, on s'en va à un transfert vers la pauvreté, comme si la pauvreté va engendrer la pauvreté. Bon, alors il y a tout de même, c'est tout de même inquiétant. Attendez, parce que, oui. Tout le monde ne devient pas pauvre dans l'affaire. Hein. Ah non, non. On est bien d'accord. C'est sûr. Les dirigeants, eux, ils sont pas pauvres. Les pays qui sont devenus pauvres, en s'instruisant, ils vont devenir riches peu à peu. Je veux dire, en 20 ans, 30 ans ou quoi, ils vont devenir plus riches. On leur donne des miettes parce qu'ils n'avaient rien. Hein, et donc ils sont satisfaits. Pardon. Mais chez nous, effectivement, les travailleurs qu'on a mis à la porte, parce que c'est ça le truc, et qu'on va devoir payer via les assédiques, qui c'est qui paye? C'est l'État, c'est-à-dire nos impôts. Donc c'est nous tous qui cotisons pour ça. Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt effectivement à maintenir du travail ici? En fait, on est plus ou moins en train de revenir là-dessus, mais au niveau européen, ça va un peu bloquer. Plutôt que effectivement d'avoir accepté pendant des années la délocalisation, finalement on se tire une balle dans le pied. C'est ce qu'a fait alors Moustapha, Sarkozy, non? Pierre, Rocky, attendez. Monsieur Melson, qu'est-ce qui se passe ici, là? J'avale un morceau de pain. Non, là. Non, nous venons passer à 3h du matin. Vous savez que notre horloge, il est automatique. Elle a avancé d'1 heure, voilà. Elle a avancé automatiquement, non? On ne l'a pas touché.